Bonjour et bienvenue sur Parlons ServiceNow. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Emmanuel pour parler du Workspace et aussi de la Next Experience. Emmanuel, est-ce que tu veux bien te présenter brièvement et nous expliquer ton rôle et notamment ton exposition en fait aux sujets UX et Workspace qui sont liés à ServiceNow? Bonjour Mehdi, merci pour ton invitation. Je suis Emmanuel, je suis plateforme architecte chez ServiceNow. Mon rôle est d'accompagner nos clients dans les implémentations et leur transformation sur la plateforme. Auprès de ServiceNow, j'interviens à travers de l'offre Impact qui aide les organisations à maximiser la valeur de leur investissement sur la plateforme ServiceNow. Concrètement, je travaille en mode conseil. J'aide les clients à prendre les bonnes décisions d'architecture, d'optimiser la santé de la plateforme et je les accompagne également dans la mise en place de gouvernance technique qui permet d'éviter les pièges classiques des implémentations ServiceNow et surtout tirer le meilleur parti de la plateforme et pour leur cas d'usage métier. Sur les sujets UX et Workspace, j'y suis exposé régulièrement, que ce soit dans les phases plutôt stratégiques de design et de conception avec les clients, ou bien sur des phases plus de consolidation technique, sur des phases de remédiation ou de back to standard par exemple. La question du Workspace revient systématiquement et c'est devenu un sujet quasiment incontournable dans la plupart de nos engagements aujourd'hui. Peut-être pour poser les bases pour les personnes qui seraient pas initiées, est-ce que tu pourrais rapidement nous dire c'est quoi la différence entre le Workspace et ce qu'on appelle la Next Experience? Oui, la Next Experience, c'est le nom que ServiceNow a donné à sa nouvelle génération d'interface utilisateur. C'est une refonte complète de l'expérience utilisateur qui a démarré avec la version Québec il y a 5 ans, en 2021, fin 2021. ServiceNow a une vision assez claire sur comment chaque type d'utilisateur va interagir avec la plateforme. Et ça se reflète dans trois grandes familles d'interfaces qu'on rencontre aujourd'hui sur la plateforme. La première, elle va concerner les demandeurs, qui sont les personnes qui vont effectuer des demandes sur la plateforme, donc c'est plutôt les employés, les clients externes, des intervenants qui vont uniquement faire des demandes. Et ici, l'idée, c'est d'avoir un portail de services, de présenter des portails de services qui sont pensés comme une expérience de consommateur, donc plutôt orienté comme ce qu'on peut trouver sur les sites modernes, type Amazon. Et on arrive à chercher ce dont on a besoin, on clique et puis on va déclencher des demandes, des processus. Donc sur cette partie-là, il n'y a pas vraiment besoin de formation et c'est plutôt orienté self-service pour pouvoir proposer la meilleure expérience à ces types d'utilisateurs. Ensuite, sur la plateforme, on a deux autres types d'utilisateurs. On va avoir les personnes qui traitent les demandes, qui effectuent des actions dans la plateforme, qu'on appelle fulfillers. Et pour cette population-là, qui travaille au quotidien dans la plateforme, c'est ServiceNow a créé les workspaces. On va y revenir. Et puis la dernière type d'interface, c'est l'interface qu'on appelle classique, qui est l'interface historique, donc, qui s'appelait UI16 précédemment, et qui est plutôt orientée pour ce qui va être les power users aujourd'hui, donc tout administrateur, développeur. Et donc sur cette interface classique, c'est plutôt là où on va développer et configurer la plateforme, mais il n'y a plus d'utilisation au quotidien, plus d'utilisation qui correspond à des usages d'utilisateurs lambda, on va dire. Ok, donc on a vraiment trois espaces qui sont très très différents avec trois populations aussi cibles qui sont pas du tout les mêmes. Le workspace est relativement récent. Je commence à avoir pas mal de clients qui y sont passés, mais ils y sont pas encore tous passés. J'ai des clients en tout cas qui ont l'habitude de travailler justement avec l'interface classique. Quand on leur parle du workspace, leur premier réflexe c'est de se dire c'est un simple relooking, ça vaut pas le coup que je refasse une formation à tous mes utilisateurs, autant continuer l'espace classique. Pourquoi est-ce que on peut pas dire que le workspace, c'est juste un simple relooking? Oui, c'est vraiment un des malentendus qu'on rencontre sur le workspace. Alors d'une part, il faut distinguer la Next Experience, qui est l'évolution de l'interface ServiceNow en général. Et la Next Experience propose plusieurs fonctionnalités de base dont le workspace fait partie. Et le workspace est au cœur de la Next Experience, mais pas seulement. Il y a aussi également des fonctionnalités de navigation avancées et unifiées qui sont proposées dans la Next Experience et d'autres composants modernes qui sont disponibles. Donc le workspace, c'est déjà une partie de la Next Experience, ce qui peut amener à confusion. Comment générer ce type de remarques, c'est que au premier coup d'œil, on voit l'évolution qu'il y a eu en termes d'ergonomie et de visuel. Workspace est plus moderne, plus épuré,
avec des couleurs qui peuvent être différentes et une présentation qui a un meilleur rendu. Donc on pourrait juste se dire, OK, c'est juste plus joli, mais en réalité, il y a vraiment un changement de paradigme dans le workspace par rapport à l'UI classique. L'UI classique, on avait une approche, assez transactionnelle où, on ouvre un ticket et on traitait, on remplissait les champs, on traitait et puis on sauvegardait et on passait au ticket suivant. Ici, le workspace est censé amener, une interface contextuelle pour les agents et faciliter la collaboration. Et justement, puisque c'est bien des agents dont il est question, en quoi est-ce que le workspace, il va changer leur travail vraiment concrètement dans leur quotidien? Ou même d'ailleurs pour les analystes ou les opérateurs? Oui, si on peut prendre un exemple concret. On peut imaginer un agent service desk qui est en charge de traiter des incidents. Avec l'UI classique, historiquement, l'incident arrivé, l'agent devait déjà consulter sa bannette, ou voir certains rapports pour voir s'il avait du travail à effectuer. Ensuite, ouvrir son ticket sur l'interface classique. S'il veut voir l'historique du demandeur, il doit ouvrir un autre onglet, voir voilà, si le demandeur a créé des incidents auparavant, quel est son matériel, avoir toute l'information contextuelle, du demandeur. Ça nécessite d'ouvrir d'autres onglets. Puis s'il veut vérifier s'il y a eu, d'autres problèmes similaires auparavant, mais il doit encore ouvrir un autre onglet. S'il veut consommer de la documentation, consulter, des articles de base de connaissances, il doit aussi ouvrir un autre onglet. Donc assez rapidement, pour un seul ticket, l'agent, il peut se retrouver à ouvrir 8, 10 onglets, voilà, plusieurs onglets, et il va perdre du temps entre ces différents onglets. Ce qu'amène le workspace, c'est que tout ça, cette vision est consolidée, elle est contextualisée. L'agent va avoir au cœur du workspace son ticket sur lequel il est en train de travailler, et il va directement voir sur la même interface, donc sans changer d'onglet, tout l'historique du demandeur, les interactions qu'a pu avoir le demandeur. Si par exemple il a ouvert ce ticket à la suite d'un chat avec un virtual agent, et on va avoir l'historique de toute la conversation. On va voir les incidents similaires qui sont en cours, des articles de base de connaissances, des recherches automatisées qui sont faites avec les résultats qui sont restitués directement sur la même interface, et la possibilité aussi d'engager et de collaborer avec d'autres équipes ou de pouvoir échanger avec des experts techniques sur le sujet s'il y a besoin d'une expertise supplémentaire pour pouvoir traiter le ticket. Donc vraiment, la différence, c'est que tout est contextualisé. En résumé, il va y avoir 3 apports majeurs dans ce workspace. C'est premièrement, pour l'agent, ça va augmenter sa vitesse de traitement, parce qu'il va pas passer le temps à chercher l'information, tout va lui être présenté, et ils vont passer moins de temps à naviguer et à effectuer des recherches pour résoudre le ticket ou effectuer leurs tâches. Deuxièmement, ça va améliorer la qualité du travail, parce que on va faire en sorte que l'information est visible, qu'on ne puisse pas rater l'information et réduire le risque d'erreur humaine. On oublie moins de choses puisque tout est présenté, et les décisions que va prendre l'agent vont être mieux informées, par exemple à escalader à un groupe de travail approprié. Et enfin, pour l'agent, ça peut réduire sa charge cognitive puisque ça va être moins fatigant pour lui de cliquer et d'avoir à jongler entre différents onglets, différents formulaires, donc ce qui peut faire une vraie différence à la fin de la journée pour l'agent, si il est toujours sur la même interface pour traiter ces différentes actions. C'est vrai que j'ai entendu de nombreux agents se plaindre aussi du fait que quand ils avaient, plusieurs onglets d'ouverts, il y avait une vraie problématique de redirection quand ils faisaient des précédents et ils savaient jamais où ils allaient atterrir selon quel est l'onglet qu'ils avaient consulté en dernier et qui était resté dans la stack de la session. Alors que là, avec le workspace, si je comprends bien, toute cette problématique-là, elle est complètement résolue et ça devrait être quelque chose qui devrait être appréciable. Oui, tout à fait. Pour toi, c'est quoi le type de rôle ou le cas d'usage pour lequel le workspace, c'est vraiment le plus intéressant, là où ça va apporter le plus de valeur? Le workspace apporte de la valeur pour beaucoup d'utilisateurs, mais il y a des profils effectivement pour lesquels l'impact est vraiment très fort. Comme on l'a dit dans l'exemple, tous les rôles qui nécessitent beaucoup de contexte bénéficient de tous les avantages du workspace, donc à travers les fonctionnalités de collaboration et de recherche qu'on a évoquées. Mais également, il y a d'autres rôles qui peuvent avoir un intérêt à utiliser le workspace. Je pense par exemple à des rôles qui nécessitent du contexte, comme des rôles de process owner, comme par exemple un gestionnaire de CMDB ou un problème manager qui doivent pouvoir analyser un existant, identifier des patterns, pouvoir consulter des données. Le workspace permet aussi d'avoir toute la richesse de ces informations pour pouvoir traiter leurs différents sujets.
Également des rôles, qui peuvent être aussi collaboratifs, comme je pense à tout ce qui a trait à la gestion de projets, par exemple, dans la partie SPM, Service Portfolio Management, où le workspace va intégrer nativement des capacités de collaboration, de partage en temps réel, de commentaires, de visualisation, de planning partagé, par exemple. Donc, ce sont des cas d'usage aussi qui peuvent, être adressés, et avec le workspace, partage et faciliter la collaboration. Par contre, c'est important de le souligner quand même, il y a des rôles qui vont être très spécialisés, qui vont utiliser la plateforme ServiceNow avec des workflows, très particuliers qui auront pu être optimisés et implémentés, dans l'interface classique, et donc pour ces utilisateurs-là, la transition va demander, plus de réflexion et de travail et donc il faudra vraiment repenser, le workflow avec eux et voir l'implémentation d'un workspace comme une opportunité de pouvoir, optimiser les processus. Dans ces cas-là, il y a un travail plus important d'adoption à faire. Et justement, puisqu'on parle de l'adoption, c'est quoi les principales résistances que tu observes chez tes clients quand il s'agit de passer au workspace? Alors je dirais que les résistances principales, avant d'être techniques sont plutôt, organisationnelles ou plutôt humaines. Le premier frein qu'on voit, le plus fréquemment, bah, c'est la peur du changement. Donc c'est pas une peur qui est forcément irrationnelle ou systématique, mais ça peut être une peur qui est légitime parce que il y a beaucoup d'équipes qui ont utilisé ServiceNow depuis des années avec l'interface classique. Elles ont, leurs habitudes, leurs automatismes, les raccourcis également et donc l'apport du workspace va chambouler, toutes ces habitudes. Et pour eux, il va falloir, réapprendre un petit peu à réutiliser l'interface, ce qui peut être, déclencheur de peur du changement. Le deuxième point, ce serait, un peu dans cette continuité, les customisations existantes. Donc, les clients ont investi massivement, dans l'UI avec des logiques particulières. Et donc, il se pose la question, est-ce qu'on doit tout redévelopper? Forcément, si on veut faire, du as-is et qu'on reprend tout, oui, il faudrait tout redévelopper, mais il faut utiliser ce changement comme une opportunité pour adopter, les nouvelles fonctionnalités, les innovations et la valeur que peut apporter le workspace, plutôt que de chercher à adapter, forcément au contexte historique. Donc de ce point de vue-là, c'est un investissement qui peut faire peur et qu'il faut, mitiger, disons, avec la valeur que peut apporter le workspace. Et le troisième, c'est, ce qui peut arriver, c'est qu'on ait un manque de visibilité sur le retour sur investissement que peut représenter le workspace. Il y a des clients qui nous disent, «Oui, c'est joli, c'est mieux, mais, concrètement, qu'est-ce que ça va apporter, comme valeur, à mon métier?» Et si on n'arrive pas avec des réponses claires et des métriques, c'est difficile après de justifier le workspace et son intérêt. Voilà, donc il y a des freins qui existent. Le tout, c'est de voir la valeur que peut apporter le workspace, de voir dans quelle mesure ça peut servir aux objectifs, du métier et de prendre le workspace comme une opportunité d'optimiser et de transformer son métier, d'atteindre ses objectifs. Et justement, en parlant de la valeur que ça peut apporter, est-ce qu'il y a des cas de figure où on pourrait imaginer que le fait de passer au workspace, en fait, serait carrément contre-productif et n'aiderait pas du tout? S'il est pas bien préparé, évidemment. Oui, il y a plusieurs, cas où ça peut s'avérer contre-productif si on est mal accompagné ou qu'on gère mal, cette transition. Premier cas, c'est, celui que j'ai évoqué, c'est quand on cherche à migrer, à l'identique. C'est une erreur assez classique de vouloir recréer, ce qu'on avait dans l'interface historique, dans le workspace exactement avec les mêmes écrans. En faisant ça, on tord déjà les principes, du workspace et ensuite on n'exploite pas non plus les nouvelles capacités qui peuvent être proposées. Ça va doubler, l'effort, de maintenance et puis ça va agrandir l'écart qu'on peut avoir par rapport à l'innovation et c'est un petit peu perdant-perdant. Si je comprends bien, en plus, on a ici l'opportunité de pas répéter les mêmes erreurs qui auraient pu être faites dans le passé. À savoir, si on avait par exemple une UI qui était très customisée et qui avait du mal à accepter les évolutions, là c'est l'occasion de se dire: «OK, on repart sur un workspace propre» et du coup on va peut-être mettre une meilleure gouvernance des customisations qu'on va faire pour éviter de se retrouver avec les mêmes déviances que par le passé. Oui, tout à fait. Il s'agit de bien gérer le virage.
et s'assurer que l'environnement technique dans lequel on met en place le workspace est prêt. Mmh. Parce que si on a une plateforme qui a été configurée de façon ancienne et qui a certaines limites ou que la donnée n'est pas de qualité, on peut amplifier le fait de mettre en place le workspace va amplifier ces problématiques et ça va être apparaître comme un révélateur de ce qui fonctionne Mmh. mal. Il y a un peu, on peut faire une analogie si on a une voiture qui a été peu Mmh. entretenue et qu'on lui met un moteur de Ferrari sans toucher le reste, on risque d'avoir des problèmes là, sur cette. Tout à fait, action qu'on ne recommande pas donc à nos auditeurs de toute évidence. Si une organisation devait commencer et si elle voulait qu'il y ait une bonne adoption du workspace sans tout casser, par quoi est-ce que tu lui conseillerais de commencer pour y aller petit à petit ou en tout cas de façon logique et fluide? Alors c'est d'abord de se lancer. Le bon moment pour commencer, c'est maintenant. Et ensuite de procéder par étape par étape. Une première étape, c'est déjà de faire un état des lieux et une évaluation avant de toucher à quoi que ce soit. C'est de savoir quel est l'existant, quel est le niveau de customisation, quelle est la dette technique aujourd'hui, quels sont les attendus en termes d'interface, s'il y a déjà des automatismes et des choses qui sont en place pour des utilisateurs s'il y a des besoins spécifiques ou s'il y a des choses qui sont en place pour des utilisateurs spécifiques. On a tendance à vouloir implémenter directement, mais cette phase d'analyse est vraiment très importante. Ensuite, c'est d'avoir une étape où on va démontrer la valeur du type proof of concept. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de workspace qui sont proposés sur l'étagère, donc notamment dans la partie ITSM ITOM, le Service Operation Workspace, qui est déjà très riche en fonctionnalités relatives à l'outil service management. L'idée de cette étape-là, c'est vraiment de démontrer la valeur et de voir dans quelle mesure le workspace peut contribuer à l'atteinte des objectifs que se fixe l'organisation en termes de temps de résolution, par exemple, de disponibilité, de respect des SLA, de satisfaction des utilisateurs, etc. Une étape aussi, ce qui est importante, c'est de faire un clean-up technique, de vraiment s'assurer que la plateforme est au niveau et qu'on est prêt à passer à l'étape supérieure avec les workspaces. Et enfin, le dernier point qui est vraiment fondamental, on parlait tout à l'heure de résistance au changement, c'est la formation et l'accompagnement et de gérer la conduite du changement. Mon conseil, ce serait de pas simplement découvrir le workspace et de faire des formations workspace, mais d'avoir un vrai programme d'accompagnement et d'onboarding, donc avec une conduite du changement qui est poussée. L'investissement dans le change management, ce sera un facteur clé de succès pour l'implémentation des workspaces. Et justement, à contrario, est-ce que tu vois des pièges classiques qu'il faudrait éviter quand on décide de faire une migration vers les workspaces? Piège classique on a déjà évoqué, c'est de faire un copier-coller des anciennes interfaces. C'est Mmh. vraiment important parce que le workspace, c'est l'opportunité de repenser les processus, simplifier et moderniser. Si on recrée juste un ancien formulaire avec 80 champs identiques, on aura complètement raté le coche qui est proposé par le workspace. Un autre piège aussi, c'est de vouloir partir en Big Bang, de se dire on a quelque chose de moderne, de nouveau, on l'active sans conduite du changement et on bascule tout d'un coup. C'est assez tentant de faire ça sur le papier. Parce qu'effectivement, on peut s'en sortir comme ça, mais ça peut être aussi confusant et créer le chaos au sein de l'organisation. Encore une fois, ma recommandation serait de ne pas négliger la conduite du changement et de bien accompagner les utilisateurs dans cette transition. C'est vrai que pour le coup, ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu chez un client qui disait que, bah, il suffit de l'activer et les utilisateurs qui ont envie finiront par migrer dessus un peu naturellement et au final, ça avait généré plus de chaos qu'autre chose avec des utilisateurs qui trouvaient pas les mêmes infos au même endroit et qui du coup ne communiquaient pas bien et c'était pas très efficace. Effectivement, Mmh. l'adoption réelle, elle se fait sur plusieurs mois et pas dans les médias. Il faut, voilà, on continue, rester attentif et optimiser, former et accompagner les utilisateurs. Tu parlais précédemment des workspaces et justement de leur importance à venir avec toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître. Pourquoi est-ce que le workspace il devient central dès qu'on va parler d'IA ou même d'assistants intelligents? Oui, c'est un point très important que beaucoup d'organisations réalisent pas encore pleinement.
il faut comprendre que le workspace n'est pas juste une couche d'interface qui est très ergonomique, qui a un très beau rendu, qui permet de contextualiser, heu, les tâches. C'est vraiment une infrastructure au sein de la plateforme qui a été conçue dès le départ pour intégrer des fonctionnalités, d'intelligence artificielle, et d'assistance, aux utilisateurs du workspace. Par exemple, sur les fonctionnalités d'IA générative comme le résumé de tickets, la génération de réponses automatiques, les recommandations intelligentes, toutes ces fonctionnalités-là sont aujourd'hui natives dans le workspace et peuvent être intégrées nativement, alors que techniquement, ces fonctionnalités-là ne sont pas accessibles dans l'UI classique et elles ne seront pas, à l'avenir. C'est tout simplement, incompatible. Ce qui justifie ça, c'est que l'IA, qu'elle soit, de type machine learning ou générative, heu, elle a besoin de contexte. Elle a besoin de la donnée, elle a besoin de comprendre ce que l'utilisateur est en train de faire, ce qu'il cherche à obtenir, quelles données vont devoir être consultées et donc toutes ces informations, ce besoin d'information-là est bien adressé par le workspace qui, lui, va déjà contextualiser l'information et elle sera, présentée à l'IA qui pourra, donner ses inputs et puis, assister l'utilisateur dans ses démarches. En gros, le workspace, c'est la condition nécessaire pour accéder à toute l'innovation qui arrive, qui est déjà là sur la plateforme et qui va arriver. Et sans workspace, on va se priver de tout l'écosystème IA et d'automatisation que ServiceNow a déjà développé et est en train de développer encore. Donc, c'est vraiment adopter le workspace, c'est être prêt pour l'avenir et prêt à adopter toutes les innovations qui vont arriver dans les prochains mois, les prochaines années. Donc ça veut vraiment dire que quelque part, quelqu'un qui se dirait: «Mes équipes, elles fonctionnent déjà suffisamment bien avec l'UI classique» et qui serait un peu dans ce rejet du workspace, bah, il est presque en train de contracter une dette technique parce qu'il est en train d'accumuler des fonctionnalités qu'il pourra pas utiliser, qui vont être de plus en plus élaborées, complexes, nombreuses. Ce qui fait que quand il voudra sauter le pas, et ben, ce gap sera encore plus dur à sauter, si je comprends bien. Oui, 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 rester sur le AI classique aujourd'hui, c'est déjà limiter les capacités de la plateforme et dans 12-24 mois, l'écart sera encore plus marqué. Donc clairement, à moyen terme, ça va devenir difficile, j'imagine, d'imaginer des implémentations sans workspace. Oui, tout à fait. Ce qu'on recommande à nos clients aujourd'hui, comme ServiceNow propose des workspaces sur la majorité de ses applications, eh bien, c'est de démarrer sur le workspace et d'utiliser le workspace comme l'interface privilégiée dès le départ. Et c'est sûr que clairement, commencer directement sur le workspace, ben, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus simple puisqu'on va pas avoir cette phase de changement ou de conduite du changement à gérer avec justement l'adoption entre l'UI classique et le workspace. Oui, aujourd'hui, techniquement, ServiceNow maintient encore l'UI classique et elle va continuer à le faire pendant quelques années, probablement. Mais on doit, il faut déjà anticiper un sunset de l'interface classique qui sera probablement décommissionnée dans quelques années. Et donc, démarrer sans workspace aujourd'hui, ce n'est vraiment pas une bonne idée. On va à présent arriver à la fin de cet épisode. On a vu quelle était l'importance du workspace. On a aussi vu que c'était pas juste un changement graphique, mais que ça apportait bien des nouvelles opportunités et fonctionnalités qui étaient importantes pour les utilisateurs. Si tu devais résumer en une idée clé, pourquoi passer au workspace aujourd'hui, ce serait laquelle? L'idée clé pour moi, c'est que le workspace, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et quand, c'est le plus tôt possible. Donc c'est pas un choix optionnel par rapport à ce qu'on s'est dit, ou simplement une amélioration, cosmétique. C'est vraiment une fonctionnalité qui va être une transition inévitable et qui permettra de supporter les prochaines générations de fonctionnalités qui seront, présentes sur la plateforme ServiceNow. La vraie question stratégique, c'est est-ce qu'on veut la piloter maintenant à son rythme avec une cadence maîtrisée ou en maximisant la valeur et en minimisant les risques? Et imaginons qu'il y ait une organisation qui hésite encore à franchir le pas. Est-ce que tu aurais des conseils pour eux, que ce soit en termes de sponsorship, de métriques ou n'importe quel autre conseil en fait qui les aiderait à passer le cap? Mon conseil principal, ce serait de commencer petit, mais de commencer dès maintenant, de ne pas se lancer dans un projet de refonte, Plus titanesque, global, hein. oui, global, mais de choisir des use cases, précis,
plutôt atomique, un workflow en particulier, une équipe pilote par exemple, et de faire un proof of value sérieux avec des résultats mesurables. C'est très important de se fixer ce qu'on veut atteindre et de pouvoir le mesurer, et de recueillir les feedbacks et de construire comme ça un business case solide pour le workspace. Mon deuxième conseil, ce serait d'investir dans l'accompagnement et la conduite du changement. Le changement, il se fait pas tout seul, donc il faut allouer du temps et de l'effort pour la conduite du changement. C'est un facteur clé de succès pour la transition. Et mon dernier conseil, c'est de pas regarder en arrière, de regarder vers l'avant. Donc il y a peut-être effectivement beaucoup d'efforts et d'investissements qui ont été faits dans l'UI classique avec pour des clients de la dette technique. Donc ça peut être confortable de rester sur l'ancienne interface et de toujours s'appuyer sur ce qui a été mis en place sur les investissements précédents. Mais globalement, on le voit tous, la technologie avance avec l'IA notamment, et les attentes évoluent. Et donc rester dans le statu quo, ce serait en réalité reculer. Le workspace n'est pas juste une nouvelle interface, c'est vraiment une fonctionnalité centrale qui s'inscrit dans la stratégie de ServiceNow pour construire le futur et les futurs usages de la plateforme, notamment avec l'IA qui est déjà présente et qui continue de se développer sur la plateforme. Ok, super. Merci beaucoup pour tes lumières, Emmanuel. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin? Merci pour ton invitation. Et comme mot de la fin, ce que je peux dire, c'est entretenez bien vos voitures. Et Et ce sera plus sécuritaire pour tout le monde et beaucoup plus agréable. Merci beaucoup pour ton intervention, Emmanuel. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une agréable fin de journée et à très bientôt. merci beaucoup, à très bientôt.